Salam alaikum, chers élèves. Dans cette vidéo, je vais essayer de parler un peu du problème proposé au thème numéro 2 de la révision pour le concours. Comme vous l'avez remarqué, ce thème a pris beaucoup de temps, chose méritée parce qu'il faut investir là-dessus avec une proportion grande, parce que l'épreuve de maths 2, en fait, elle est concentrée sur les espaces pré-hilbertiens, les espaces vectoriels normés et l'espace et la réduction, l'algèbre linéaire en général. Vous remarquez que l'espace pré-hilbertien, il empiète sur les deux chapitres, algèbre linéaire et espace vectoriel normé. Pour l'algèbre linéaire, c'est clair, parce qu'il y a par exemple tout ce qui est attaché à la réduction des endomorphismes dans un espace pré-hilbertien de dimension finie, particulièrement les endomorphismes auto-adjoints et les endomorphismes orthogonaux. Vous devez donc connaître les résultats de la réduction pour chacune des catégories de ces endomorphismes. Il y a aussi l'adjoint d'un endomorphisme et le lien avec l'endomorphisme lui-même qu'il faut connaître. Par ailleurs, un espace pré-hilbertien, quand il est de dimension finie, donc on a un espace euclidien, un espace pré-hilbertien réel qui est de dimension finie, ça veut dire un espace euclidien. Puisque toutes les normes sont équivalentes, il serait dans beaucoup de cas plus préférable d'étudier les propriétés topologiques comme les suites, la continuité, l'approximation, etc., la densité, en utilisant une norme qui provient d'un produit scalaire, parce que ces normes-là ont des richesses que les autres n'ont pas, pour pouvoir donc avancer dans les calculs ou les méthodes avec lesquelles on aborde les sujets. Donc, il est conseillé de ne pas travailler seulement ce problème, mais d'autres problèmes que vous cherchez vous-même, selon vos besoins. Celui-là étant un prototype qui propose des choses importantes. Et c'est pour cela que je vais naviguer un peu le long de tout le problème, vous parler du problème, dans un premier temps. Et dans un second temps, je vais essayer de résoudre la première question. La première question, ça veut dire le 1AA, pour vous montrer une manière de rédiger cette question particulièrement. Évidemment, si j'ai le temps, ce sera possible aussi de traiter d'autres questions, surtout des questions que vous suggérez si vous voulez. Alors, on remarque que le problème est composé de 4 parties. Et j'ai des choses à vous dire concernant ce problème qui date de 1992, donc il est très ancien. Et pour les problèmes qui sont donnés avant 2014, il est possible de trouver des notions qui ne sont pas prises en charge par le problème actuel. En regardant ce problème, j'ai découvert une seule chose qui rentre dans ce cas-là. Ça se trouve ici au niveau de la question, justement, premièrement petit a, dans laquelle on parle de la base duale. Alors la base duale, il était au programme avant 2014, parce qu'il y avait un chapitre qui s'appelle la dualité, mais ce n'est plus le cas maintenant. Donc on voit ici la base duale. Donc je vais vous expliquer ce que c'est que la base duale. D'ailleurs, j'attendais que des élèves posent la question. Or, je n'ai aucun feedback là-dessus. Ce qui montre que soit ils ont cherché et trouvé l'explication, soit ils n'ont pas fait cette question. Alors, la base duale, étant donné un espace vectoriel E de dimension n, un cas espace vectoriel de dimension n, on définit le dual d'abord, qui est E étoile, qui est égal à L de E dans K. C'est l'ensemble des applications linéaires de E vers K. À ne pas confondre avec E étoile. J'ai choisi deux notations différentes pour les étoiles, qui est E moins 0. Donc E étoile, c'est L de E dans K. Il est très facile de prouver que E et E étoile sont isomorphes. Pourquoi? Parce que tout simplement la dimension de E, c'est n, et la dimension de E étoile,
qui est égal à la dimension de E fois la dimension de K, est égal aussi à N. Deux espaces vectoriels de même dimension sont isomorphes. Donc la dimension de E étoile égale à N aussi. La base duale. Donc on se donne une base quelconque de E, B est égal à B1 jusqu'à Bn. On va définir d'abord qu'est-ce que c'est que Bj étoile pour un J fixé dans un N. Alors Bj étoile, c'est une forme linéaire. Et pour définir une forme linéaire, il faut définir qu'est-ce que c'est que l'image de chaque BI. Ouais, Bj étoile de BI, c'est delta Ij qui est le symbole de Kronecker. Alors en se basant sur cette définition, on peut calculer Bj étoile d'un vecteur x donné par ses coordonnées. Il s'avère que Bj étoile de x est égal à xj, qui est la jème coordonnée. C'est pour cela qu'on appelle cette forme linéaire, Bj étoile en général, elle s'appelle forme linéaire jm coordonnée, ça veut dire par rapport à B. Alors on dispose de B1 étoile jusqu'à Bn étoile qui est une famille de vecteurs de E étoile, ça veut dire qu'on a des formes linéaires ici. On va démontrer que c'est une base. Puisqu'il est composé de n vecteurs et que la dimension de E étoile est égale à n, il suffit de prouver qu'il est libre. Pour cela, on va prendre des coefficients alpha 1 jusqu'à alpha n dans K, et on va supposer que sigma des alpha et B étoile égale à 0. Bien entendu, le 0 ici, c'est le 0 de E étoile, donc c'est la forme linéaire nulle. Et on va montrer que chaque alpha j est nul. Pour cela, on va fixer j dans un n, et on va appliquer. Quand on applique cette forme linéaire à Bj, ça donne 0. Donc 0 est égal à l'image de Bj, puis par les opérations sur les applications linéaires et puis la définition de Bj étoile, de Bi étoile de Bj qui est delta Ij, on obtient sigma des alpha et delta Ij égale 0. Ça veut dire que alpha j égale à 0 parce que delta Ij il est nul sauf pour I égale à J, donc il reste alpha j égale à 0. Donc J était arbitraire, donc on a montré que les alpha j sont nuls, donc la famille est libre. Il est libre et se compose de n vecteurs, donc c'est une base. Alors ce B étoile là s'appelle la base duale, c'est la base duale de B. Voilà donc ce qui concerne l'explication pour ce point-là. Pour les preuves, d'abord j'ai des remarques à faire. Concernant les notations ici, vous avez E dénote l'ensemble des matrices carrées. Donc vous avez l'habitude de travailler avec un espace vectoriel E de dimension n, alors qu'ici qu'on note E, Mn de K, Mn de R, parce qu'ici c'est K égale à R. Donc il ne faut pas se tromper et croire que E c'est un espace vectoriel de dimension n, mais il désigne Mn de R. Deuxième chose ici, au niveau de la question 1, on a noté M l'endomorphisme, donc là cette mention n'est pas habituelle. Vous avez l'habitude de noter les endomorphismes F, G, U, V, etc. Ici on a noté M, puis le vecteur variable c'est T. Donc là vous avez des choses un peu qui changent. Les formes linéaires, on les note phi, psi, etc. Ici on a noté U. Donc il faut essayer de respecter les notations du problème quand vous rédigez la solution. Maintenant, je vais naviguer un peu je vais naviguer les preuves pour vous dire l'essentiel qui est dans chaque partie. Donc, dans la première partie, c'est l'étude des matrices de rang 1. Donc, on a commencé par caractériser les endomorphismes de rang 1 en utilisant une forme linéaire. Voilà, c'est la première question. Et ça nous donne une manière d'exprimer la matrice d'un tel endomorphisme dans une base donnée. Chose qui va nous conduire à savoir qu'une matrice de rang 1 peut s'écrire à l'aide des colonnes, de matrices colonnes, donc x, y. Vous allez voir que M, ça va être égal à x fois ty avec x et y sont des matrices à une seule colonne et n lignes. Maintenant, on vous donne, ça c'est un classique, donc le petit b c'est très classique. Dans le C, on vous donne, si on suppose qu'on a deux représentations différentes, quel est le lien entre les colonnes. C'est pas classique ça. Ça, vous allez peut-être le faire pour la première fois, mais c'est intéressant à faire. Bon, la deuxième question, rang d'une famille de matrices de rang 1. Alors là, on prend des matrices de rang 1 carré. Ça veut dire qu'elles sont représentées par des matrices de la forme x fois t, y, j. Et on va étudier le rang d'une telle famille. Donc c'est important à faire. Il y a 3 sous-questions. Vous devez donc les faire soigneusement. L'orthogonalité de matrice de rang 1, donc même chose, on prend donc deux matrices de rang 1 qui sont représentées par x, y, x', y'. On vous demande donc de chercher quand est-ce qu'elles sont orthogonales. Pour cela, vous allez exprimer
l'expression du produit scalaire qui est donnée dans le préambule. Donc ici, dans le préambule, vous avez le produit scalaire. Il y a deux produits scalaires, celui de Rn et celui de E, c'est-à-dire de Mn de R. Produit scalaire de A et B, c'est la trace de transposé de A fois B. Alors, grâce à cette expression du produit scalaire, vous allez donc savoir quand est-ce qu'on a l'orthogonalité de matrice. Donc, ça va être facile aussi, il suffit d'appliquer directement la formule. Matrice diagonalisable de rang A, alors là, c'est un classique très connu. On a déjà fait ça en classe maintes fois. L'étude des matrices de rang 1, on a en particulier étudié le polynôme minimal d'une telle matrice, et on a donné la condition nécessaire et suffisante pour qu'elle soit diagonalisable. Donc une matrice de rang 1 est diagonalisable si seulement si sa trace est différente de 0. Ce n'est pas du cours, mais ça relève de l'exercice classique que vous allez retrouver ici. Bon, on donne un exemple, donc c'est important de discuter suivant alpha quand est-ce qu'on a une matrice diagonalisable. Matrice représentée par les colonnes x et y. Alors ça, j'attends que vous le faites correctement. Puis la deuxième partie qui parle d'un endomorphisme sur Mn. Attention, ici l'endomorphisme c'est sur Mn de R. Par exemple, si vous voulez vous intéresser au polynôme caractéristique de cet endomorphisme, ça va être un polynôme de degré n au carré, pas n. Si vous voulez vous intéresser à la matrice qui représente phi AB, c'est une matrice de taille n carré, c'est-à-dire une matrice d'ordre n carré, c'est-à-dire qu'il a le nombre de termes, c'est n au carré fois n au carré, c'est-à-dire n à la puissance 4 termes. Donc il faut se méfier quand vous avez des endomorphismes sur de nouveaux espaces vectoriels, il faut se méfier pour ne pas commettre des erreurs. Alors le rang de l'endomorphisme phi AB, donc ici je rappelle que c'est un antinaturel qui est entre 0 et n au carré. On utilise donc le rang, en utilisant le rang de A et de B. Les valeurs propres de phi AB, même chose, en utilisant les éléments propres de A et B, on demande ici d'étudier les valeurs propres, et on a donné un exemple. Il est très conseillé de faire l'exemple pour voir, pour illustrer ce qui précède. Propriété d'orthogonalité de phi AB, c'est-à-dire en tant qu'endomorphisme d'un espace euclidien, il est très important d'étudier quand est-ce que c'est un endomorphisme orthogonal. On rappelle qu'un endomorphisme orthogonal, c'est un endomorphisme qui conserve le produit scalaire, chose qui est rappelée ici. Voilà. Donc il est orthogonal, c'est quels que soient les vecteurs M et N. Donc vous voyez que les vecteurs ici, ce sont des matrices. Le produit scalaire des images est égal au produit scalaire des vecteurs. La troisième partie, expression d'une matrice M de rang R à l'aide de matrice de rang 1, très important. Et aussi c'est quelque chose qui peut figurer dans des exercices. Vous voyez qu'ici on a besoin de l'endomorphisme adjoint, qui est chose qui est au programme. Donc ici l'endomorphisme adjoint, on a rappelé même qu'est-ce que c'est. Alors ça c'est important pour vous. Généralement, quand il y a des notions comme ça, l'endomorphisme adjoint, etc., on les rappelle, mais ça n'empêche, il y a des fois où on ne rappelle rien. Donc vous devez connaître la définition de l'endomorphisme adjoint. Alors ici, M étoile rang M, le rang, c'est lié à un thème classique sur les matrices. Quand vous avez une matrice réelle, alors le rang de T à fois A est égal au rang de A. Certains élèves normalement auraient peut-être travaillé cette question classique. Donc aussi là, il y a du classique. Donc vous allez vous inspirer de cette étude pour les matrices pour faire le cas des endomorphismes. Voilà. Donc ici une déduction qu'on va utiliser peut-être. Donc ici vous voyez qu'il y a une expression, une combinaison sous forme de matrice de rang 1. Et finalement la quatrième partie qui étudie un problème d'approximation, approximation d'une matrice de rang R par une matrice de rang inférieur S dans E. Voilà. Donc c'est à peu près une navigation sur le long de tout le problème. Et j'espère que vous avez déjà fait une grande partie. Sinon, pour les gens qui n'ont pas fait, je vous conseille une deuxième fois de le faire. C'est très important. Je vais terminer cette vidéo, quitte à faire une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous donner la solution complète de la question 1A. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.